Réussir la relance de l'économie, c'est effectivement la question que nous nous posons tous, au-delà de la crise sanitaire. La question est de savoir comment l'économie va pouvoir redémarrer après ce véritable effondrement que nous n'avons jamais connu depuis des dizaines et des dizaines d'années, peut-être depuis un siècle. Comment allons-nous faire pour que les choses repartent rapidement et qu'une crise sociale majeure ne vienne pas s'ajouter à la crise sanitaire et à la crise économique? Et donc la question, c'est comment soutenir l'offre, comment stimuler la demande, comment éviter une crise des tensions sociales que l'on sent déjà poindre d'une certaine façon. Ce sont des questions qui sont toutes difficiles. Et pour en parler, le cabinet Beto Perben Pradel Pillol a sollicité 5 experts que je remercie vraiment très chaleureusement d'avoir accepté de participer à cet échange cet après-midi. Je veux citer d'abord le professeur Maurice Nussbaum, qui sera celui qui parlera le premier, qui ouvrira la conférence tout à l'heure, qui est professeur à Dauphine et qui nous rappellera un petit peu les principales problématiques de la situation dans laquelle nous sommes et la façon peut-être d'en sortir. Ensuite, Bruno Chekroun, qui est spécialiste des marchés financiers dans le groupe de la Société Générale et qui nous aidera à comprendre le rôle des marchés, justement, à la fois pendant la crise et pour essayer de sortir de la crise. Ensuite, Sabine Lockman, qui est présidente de Vigeo Eiris, nous aidera à rechercher, à réfléchir à la dimension sociale et environnementale à la fois de la crise et la manière de sortir de la crise en tenant compte de cette dimension sociale, de ces dimensions sociales et environnementales. Ensuite, Alary Codard de la banque Rothschild évoquera le rôle des banques, qui, à l'évidence, va être majeur dans la relance de l'économie. Et enfin, et merci beaucoup à lui, Jean-Noël Barrot, qui est aujourd'hui député, qui est vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, mais qui est aussi professeur à HEC et qui, il y a encore peu d'années, était professeur dans de brillantes universités américaines, nous proposera sa vision, nous rappellera sans doute ce qu'est la politique du gouvernement, ce qu'est aussi la vision peut-être du Parlement, de la Commission des finances, qui a un rôle si important en ce moment dans ces principaux débats, et qui nous donnera un peu son sentiment sur les risques et sur les enjeux à venir. Voilà quels sont les experts, qui sont les experts qui vont nous éclairer cet après-midi. Et je vous souhaite maintenant une bonne écoute, étant précisé que des questions peuvent être posées. Déjà, quelques questions nous avaient été transmises. Et je donne tout de suite la parole au professeur Nussbaum. Merci, Monsieur le Ministre. Pour évoquer cette crise, il faut d'abord parler de ces enjeux systémiques et puis ensuite aborder les mesures concrètes qui peuvent être mises en œuvre en France. Alors, tout d'abord, les enjeux systémiques de la crise. C'est une crise qui s'est caractérisée par son ampleur et sa vitesse de propagation, qui a mis en lumière l'incapacité de nos systèmes de santé à l'affronter en dehors des mesures de confinement. C'est une crise qui nous heurte dans nos convictions d'infaillibilité et de supériorité technologique à une époque où on est parvenu à prolonger l'espérance de vie et où le sacrifice des vies humaines est devenu intolérable. Et comme l'a rappelé le président Macron il y a quelque temps, c'est une crise qui nous fait retrouver la peur de la mort à travers la peur de ne plus pouvoir respirer et même la peur d'étouffer qui accompagne cette maladie. Et c'est cette peur qui a entraîné l'arrêt de l'économie pour pouvoir protéger les populations, ce qui constitue une première, puisque l'ensemble des pays ont accepté un coût économique colossal pour sauver des vies et essayer d'enrayer la pandémie. Alors, cette crise a entraîné un triple choc sur l'offre, la demande et sur les prix des actifs, et ainsi a modifié les anticipations des agents en accroissant leur aversion au risque. Alors, tout d'abord, le choc de l'offre. Donc, il se manifeste d'abord par des problèmes d'approvisionnement, comme on l'a vu notamment dans l'industrie automobile avec l'arrêt d'usines en Chine, puis les fermetures d'usines durant le confinement,
qui réduisent la quantité de biens disponibles et également les multiples faillites attendues qui vont concourir donc à baisser l'offre et à faire disparaître des savoirs accumulés. Et ceci se traduit par une chute de l'activité au premier trimestre, à peu près partout dans le monde, d'environ 35% pendant le confinement. Ce qui fait que pour la France, on s'attend à une baisse du PIB de plus de 7% pour l'année. Alors, à côté de ce choc sur l'offre, on a un choc sur la demande, qui est d'abord lié à la baisse des revenus, notamment du fait du chômage, puisqu'on a déjà entre 25 et 30 millions de chômeurs aux États-Unis, 1 million en Espagne, et on s'attend à 600 000 en France. On a également le risque de passer en dessous du seuil de pauvreté pour des populations en situation précaire avec la crise sanitaire, et puis aussi une crise alimentaire dans les pays en voie de développement. Alors certes, pour les pays d'Europe, cette baisse de revenus est en grande partie compensée par l'intervention de l'État et limitée en Europe par les mesures d'accompagnement des entreprises et des ménages, avec le chômage partiel, mais l'aversion pour le risque qui est créée par l'angoisse des foyers conduit peut-être pour longtemps à réduire les dépenses à la suite du développement d'une épargne de précaution qui, s'ajoutant aux mesures de distanciation, vont réduire la demande disponible. De ce fait, on s'attend pour la France à une baisse de la consommation des ménages de plus de 7% sur l'année, parallèlement à une augmentation de l'épargne d'environ 20%. Et donc, ce choc sur la demande rétroagit sur l'offre en contribuant à l'affaiblir, même si la mondialisation, qui est aujourd'hui fortement décriée du fait de notre dépendance aux approvisionnements extérieurs sur les biens devenus par la crise de première nécessité, comme les biens pharmaceutiques, les masques, les médicaments, etc., cette mondialisation donc, apporte aux grands groupes industriels de nombreuses solutions de substitution, de production entre les pays fournisseurs. De sorte que finalement, c'est peut-être plus paradoxalement le choc sur la demande qui peut, à moyen terme, être important. Alors ça entraîne également des risques de dépréciation des actifs financiers et immobiliers, et donc avec des effets d'appauvrissement. Ces risques résultent à la fois des anticipations pessimistes dues à l'irruption de la mort dans notre quotidien, et donc une aversion pour le risque qui en est la conséquence. Et alors, cette aversion pour le risque se traduit par un accroissement des primes de risque exigées sur les revenus futurs et réduit par là même la valeur des actifs. Comme on sait que la valeur d'un actif, c'est la somme des revenus futurs anticipés, mais ces revenus futurs sont actualisés et avec un taux d'actualisation qui inclut une prime de risque. Donc, si cette prime de risque augmente, la valeur aujourd'hui de ces actifs diminue. Donc, au premier rang, on voit les actions qui sont impactées à la fois par la baisse des revenus attendus et par l'accroissement des primes de risque. Mais on a aussi cette chute des marchés boursiers qui va affecter non seulement les ménages et les fonds de pension, mais renforcer par un effet de boucle les anticipations négatives. C'est-à-dire plus ça baisse, plus on pense que ça va baisser. Et on a aussi des risques de baisse des prix des actifs immobiliers. La crise va impacter la demande, même si l'immobilier va conserver sa valeur refuge, car de nombreux secteurs vont être impactés, tels que les bureaux, les commerces, l'hôtellerie. En ce qui concerne les commerces, certains experts disaient qu'ils allaient mesurer la valeur des commerces à partir du nombre, du flux de personnes qui passent devant les locaux commerciaux, et du fait de la crise, ces flux vont diminuer, la valeur de ces actifs va également diminuer. Il se peut même que le résidentiel puisse aussi être affecté par l'attentisme des ménages. Ensuite, le risque de dépréciation des actifs immobiliers peut être renforcé en cas de remontée des taux. Il peut aussi y avoir sur l'immobilier des risques plus structurels, puisque cette crise permet d'accélérer les mutations, et notamment la mutation vers l'économie numérique. Et on a vu que ceux qui le pouvaient se sont bien adaptés au télétravail. Et donc, on va peut-être se rendre compte que les surfaces de bureaux peuvent être mieux optimisées
Et donc, à partir de là, ça peut diminuer la demande de bureaux, donc diminuer la valeur des bureaux. Donc voilà, en gros, les principaux chocs. Maintenant, quelles sont les réponses par rapport à ces chocs? Alors, on a des mesures qui ont déjà été prises. Hein. Les banques centrales ont fait ce qu'elles savent faire. Elles ont ouvert les vannes des crédits. La Fed a baissé les taux. Elle a accru sa politique d'acquisition de titres. On a mis en place les politiques de chômage partiel et les aides d'État avec les prêts garantis. Alors, tous ces efforts d'accompagnement sont bien entendu nécessaires, mais ils ne suffisent pas pour relancer la machine économique dès lors que l'offre et la demande sont insuffisantes. Donc, la question, c'est comment ramener l'offre et la demande à leur niveau antérieur. Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est l'échec partiel, c'est-à-dire malgré l'effort des États, l'effet de réduction à la fois sur l'offre et la demande va se traduire pendant une période assez longue par une déflation des prix et des quantités. Et la deuxième hypothèse, c'est celle d'un regain d'activité et d'inflation, comme cela s'est souvent produit à la sortie des guerres. Mais cette deuxième hypothèse favorable n'est loin d'être certaine, parce qu'on a vu en 2008 que l'intervention des banques centrales s'était pas traduite par une augmentation de l'inflation. On peut aussi se poser la question de est-ce qu'on va assister à un simple redémarrage à l'identique ou le développement de nouvelles activités. On peut imaginer que les destructions d'entreprises et d'emplois provoquées par la crise ne vont pas permettre un redémarrage à l'identique suffisant pour compenser les pertes de revenus. Et d'où plusieurs questions. Est-ce que ces destructions vont créer un choc sur l'appareil de production en offrant de nouvelles opportunités permettant de sortir d'un état de croissance ralenti que l'on connaissait juste avant la crise, un état de croissance ralenti sans inflation, ou bien est-ce que l'État, se trouvant dans l'obligation d'intervenir pour compenser l'insuffisance, va le faire dans des directions rendues nécessaires par la crise? On peut noter notamment que la prise de conscience de notre dépendance à la Chine, qui s'est avérée un partenaire peu fiable, va favoriser une réorientation des productions vers d'autres secteurs, permettant de réduire cette dépendance, aussi bien dans le secteur de la santé que dans l'industrie. Et troisième question, est-ce qu'on va pouvoir relocaliser certaines productions, sachant que, il ne faut pas l'oublier, ça aura un coût et que la mondialisation tant décriée a des effets d'abord favorables sur le pouvoir d'achat dans les pays développés, puisqu'elle a permis de sortir de la pauvreté des millions de gens des pays en voie de développement. Donc la question, c'est va-t-on oublier aujourd'hui les effets bénéfiques de la mondialisation au nom d'un effet de précaution et d'une volonté d'indépendance? Et sera-t-on prêt à assumer le coût de ce changement en termes d'augmentation des prix chez nous et de hausse du chômage dans les pays exportateurs au nom de cet idéal? Autre question, est-ce que la prise de conscience de notre dépendance technologique va servir de révélateur pour des investissements nouveaux, notamment dans les secteurs d'économie d'énergie? Donc voilà, par rapport à ces questions, quel sera le rôle de l'Europe, qui reste à ce jour assez timorée dans son rôle de coordination entre États, avec son incapacité à ce jour à assurer une coordination budgétaire, les États excédentaires du Nord ne voulant pas endosser les déficits de ceux du Sud. Or, il est nécessaire que l'Europe contribue à soutenir les États en les aidant à monétiser leurs dettes. L'accroissement de l'endettement qui résulte de la crise n'est possible pour les États du Sud, dont la France, déjà fortement endettés, qu'avec le soutien de la BCE, qui rachète notamment les obligations italiennes et évite ainsi une évolution trop divergente des taux d'intérêt entre les États, comme on a pu le noter avec la Grèce lors de la crise grecque. Donc la difficulté de l'Europe à accepter de mutualiser les charges de la crise en aidant les pays les plus vulnérables risque de remettre complètement en question la survie de la zone euro. Les égoïsmes nationaux risquent de continuer de l'emporter, car les leaders politiques aujourd'hui perdent leur pouvoir d'entraînement face aux réseaux sociaux qui favorisent le développement des sentiments complotistes et des populismes nationalistes.
Alors, va-t-on avoir une régulation accrue? Va-t-on devoir aller vers moins de libéralisme et plus de régulation? Là aussi, on entend partout que le libéralisme a failli, qu'il conduit à privilégier le court terme au détriment du long terme et de la sécurité des citoyens. Pas assez de masques, pas assez de lits de réanimation, au nom d'une politique de réduction des coûts et d'une domination des grandes pharma qui orientent les dépenses vers des équipements chers et des médicaments nouveaux à fort profit. Les risques de crise infectieuse obligent à favoriser à la fois plus de coordination internationale et plus de régulation interne, car les virus n'ont pas de frontières. Mais jusqu'où prendre en compte le principe de précaution compte tenu des coûts associés? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui. Et pour terminer la dernière partie, quelles sont les réponses et quelles sont les mesures spécifiques pour la France? Alors, pour la France, tous ces chocs d'offres et de demandes risquent de se traduire par une sous-activité importante. Les pouvoirs publics ont réagi assez rapidement, ont mis en œuvre des mesures phares, chômage partiel, fonds de solidarité, garantie à 90% des emprunts d'entreprise, report d'échéances sociales et fiscales. C'est un plan d'urgence estimé aujourd'hui à 110 milliards d'euros, avec une chute du PIB que j'avais indiqué tout à l'heure. Et autre question, pour la question des crédits d'entreprise, bien que l'effort de l'État soit très important, des lenteurs sont observées dans certains réseaux bancaires qui peuvent s'expliquer par le débordement des services. Donc, pour les prêts garantis par l'État, le recours au médiateur est encouragé par les pouvoirs publics en cas de nécessité. Mais tout ça ne va pas suffire, car le redémarrage de l'économie nécessite une poursuite de l'accompagnement de l'État et de nombreuses entreprises vont se retrouver avec des trésoreries exsangues et des forts besoins de fonds de roulement au moment du redémarrage. Les reports d'échéance et les remboursements ne pourront pas nécessairement être honorés du fait des insuffisances de rentabilité des entreprises concernées. Donc l'État va devoir veiller au respect des délais de paiement interentreprises qui sont fortement allongés, d'après les résultats des enquêtes de l'Association française des trésoriers d'entreprise, dans un contexte où les entreprises ont des difficultés à se refinancer. De plus, les besoins de trésorerie, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que les besoins de trésorerie vont être les plus aigus au moment du redémarrage, c'est-à-dire après la sortie du confinement, et c'est à ce moment-là que les besoins de fonds de roulement rebondissent et que les pics des difficultés sont atteints. Alors les conséquences sont assez lourdes car elles entraînent pour les entreprises une priorité absolue du cash et des reports de décisions d'investissement. Et l'État pourrait être amené à intervenir, peut-être en rendant public les noms des entreprises déviantes en ce qui concerne le crédit interentreprise, qu'on appelle le name on shame. Alors maintenant, à quel type de reprise faut-il s'attendre? Alors, on évoque plusieurs schémas avec les lettres de l'alphabet. La reprise en V, comme on l'a connue en 98 ou 2018, et comme on l'imaginait pour la Chine, dont l'économie dans l'ensemble semble être repartie, mais du fait du choc sur la demande, comme je l'expliquais tout à l'heure, moins vite que ce qu'on pouvait imaginer compte tenu des annulations de commandes des pays qui sont entrés plus tard dans le confinement et du fait de l'arrêt des chaînes de production et du redémarrage décalé de certains secteurs, comme le tourisme et la restauration. Il est peu probable donc qu'on ait une reprise en V. Alors ensuite, autre possibilité, une reprise en L, comme en 1929-1933, du fait des effets rémanents du virus, même après la fin du confinement. Donc cette hypothèse, là non plus, n'est pas la plus probable compte tenu des effets des interventions massives des États. Donc, troisième hypothèse, la reprise en U, comme en 87, 2002, 2003, 2008, 2009, ce qui signifie que le creux dure plus longtemps que prévu et les retours du confinement ne sont pas simultanés dans tous les secteurs. De plus, toutes les pertes de production ne sont pas récupérées. Il faut s'attendre à au moins un an d'activité au ralenti, car tout le monde va rester frileux et attendre pour réinvestir. Et comme on l'a indiqué précédemment, la chute de l'emploi et de la consommation vont mettre plus d'un an à se résorber. Enfin, dernière hypothèse, dernière lettre, le W, comme en 2011, pour donner suite à des retours multiples au confinement, considéré comme la seule mesure efficace. Mais on peut penser aussi que l'arrivée
de médicaments ou de vaccins ne rendent pas cette hypothèse la plus probable. Donc, du coup, c'est certainement, de nombreux économistes privilégient l'hypothèse de la reprise en U, rendue possible grâce aux interventions publiques, mais conditionnée par une maîtrise de la crise sanitaire. Alors, tout ça donc implique un rôle accru pour l'État. L'État a joué jusqu'à présent plusieurs rôles. Il a géré la crise sanitaire, ce qui fait partie de ses fonctions régaliennes. Il intervient dans la fourniture des masques, des gels, des respirateurs. Il joue aussi le rôle de prêteur en dernier ressort, en sauvant de la faillite les entreprises et les institutions financières. Il est aussi assureur en dernier ressort pour ceux qui perdent leur emploi. Mais la crise montre qu'il doit accroître son rôle, notamment dans la santé, afin d'investir dans la précaution, c'est-à-dire dans des produits peu utilisés en temps normal, mais qui deviennent indispensables en temps de crise, pour lesquels le secteur privé ne peut pas investir compte tenu de l'absence de rentabilité. Enfin, on peut utiliser une image. Est-ce qu'une station de tourisme qui connaît de la neige une fois par siècle doit investir dans les chasse-neige? C'est une question. Donc, l'État va devoir à la fois contribuer à compenser l'insuffisance du marché pour relancer la machine économique et créer des débouchés nouveaux en favorisant une réflexion à long terme, en intervenant dans la relocalisation d'activités stratégiques de santé, non seulement de santé, de télécommunications, d'énergie renouvelable, qui ne pourront pas être financées entièrement par le secteur privé et devront l'être par les États, si possible en coopération avec les États de l'Union européenne, et ce qui peut être intéressant, de manière mixte, avec des financements privés en fonds propres, la banque publique intervenant sur la dette à long terme avec la garantie de l'État. Donc on voit, pour terminer, que pour sauver des vies, notre économie supporte un coût économique considérable et qu'il faut concevoir des politiques qui sortent des sentiers battus pour en sortir le moins mal possible. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette présentation à la fois des problématiques et aussi des différentes hypothèses de sortie de crise. Merci pour cet exposé très complet. Et maintenant, je vais passer la parole à Bruno Chekroun qui, avec son expérience des marchés financiers, va nous apporter, je pense, un éclairage tout à fait intéressant sur cette partie de la problématique de sortie de crise. À vous, monsieur Chekroun. Merci, monsieur le ministre. Eh bien, écoutez, la sortie de crise, je ne sais pas si les marchés vont pouvoir vous apporter des solutions à la sortie de crise. En tout cas, la réaction des marchés, nous allons le voir, est assez intéressante et assez paradoxale par rapport à tous les messages qui sont passés par les gouvernements, par les économistes, par les sociétés elles-mêmes. Mais avant toute chose, quand même, je voudrais faire un petit point et peut-être dire certaines tautologies, mais il est important de le dire, parce que la bourse anticipe les résultats à venir, comme l'a dit le professeur Nussbaum. Elle valorise les expériences. Donc la bourse, quels que soient les produits sur lesquels la bourse traite, ce qui est très important, c'est qu'il y ait deux colonnes fondamentales. La confiance et la visibilité. La confiance, et vous le savez, vous le comprendrez, renvoie à un état qui caractérise un climat général des affaires. C'est vrai dans l'économie réelle, mais c'est aussi vrai sur les marchés. Dans un climat qui inspire la confiance, les opérateurs, quels qu'ils soient investisseurs institutionnels ou particuliers, fonds de pension, même activistes, n'ayons pas peur des mots, vont chercher à se projeter dans l'avenir. Et l'optimisme ambiant va s'exprimer sous forme d'anticipation. La visibilité est à son comble. Dans un climat morose, et si j'ose dire, le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, et j'expliquerai pourquoi il y a des paradoxes, les opérateurs sont très méfiants. Donc, l'avenir va leur paraître sombre, ils vont attendre, ils vont être dans l'expectative. La liquidité dans leurs moyens d'investissement vont être plus importants. Donc, comment voit-on que la confiance et la visibilité sont deux piliers qui sont joués, comme on dit entre guillemets, bien évidemment, par les marchés? Alors, sur le marché obligataire, on le voit avec les spreads. Et vous avez bien compris que depuis le début de la crise, on n'arrête pas de parler de l'écart de taux qu'il y a entre la France, entre l'Allemagne, et l'Italie. C'est un benchmark, encore une fois un anglicisme, mais pardon d'en employer quelques-uns. C'est un benchmark qui va nous permettre d'évaluer la façon dont les investisseurs, les grands investisseurs veulent se placer sur l'évolution de la crise. Sur le marché des actions,
Eh bien, c'est très simple. C'est la façon dont on va valoriser certains secteurs, certaines valeurs, avec des primes ou des décotes. Donc, c'est extrêmement important. Et avec la sophistication des marchés, depuis plusieurs décennies maintenant, nous avons la possibilité de suivre cet indice de la peur qui, je vous le rappelle, depuis la phase haussière de tous les marchés, n'avait jamais été aussi bas. Donc, ceci étant dit, je crois qu'il faut quand même se poser des questions sur que s'est-il passé en définitive depuis le 21 février, parce que les marchés boursiers ont commencé à baisser depuis le 21 février. Ce que je peux vous rappeler aussi, refaisons un peu d'histoire, mais un peu de journalisme, si j'ose dire, c'est que la Chine avait confiné bien avant que l'Europe ou les États-Unis aient décidé de le faire. Et comme je l'avais déjà exprimé, les marchés n'avaient pas réagi du tout au confinement de la Chine. Pourquoi n'avaient-ils pas réagi? Alors là, plusieurs hypothèses. L'hypothèse la plus certaine, c'est que les marchés boursiers n'avaient pas envie de baisser et considéraient au regard des informations qui émanaient de la Chine, des autorités sanitaires chinoises, le risque était vraiment quasiment nul d'une pandémie. L'OMS allait dans ce sens-là. Mais dès qu'on a commencé à voir les cas se multiplier en Italie et que la pression commençait à monter en France, alors la peur et l'inconnu ont engendré la panique sur les marchés. L'état de la prévision à long terme s'est brutalement dégradé. L'incertitude s'est généralisée et l'état de confiance s'est brisé. Alors, les investisseurs, d'une manière violente, comme ils ont l'habitude de le faire, et comme on vit dans un monde, dans un univers qui est très grégaire, le grégarisme est quelque chose, c'est vraiment un trait de caractère assez fort de la part des investisseurs, de peur d'avoir une dislocation trop violente et trop rapide des actifs, ils se sont tous mis à vendre. Je vous rappelle aussi, pour expliquer cette chute qui était historique, moi-même j'ai fait la photographie des écrans avec des baisses sur Wall Street de 12%, sur Paris de 12%, parce que c'est du jamais vu. J'ai vécu quelques crises et je peux vous assurer que des mouvements aussi violents ne sont jamais arrivés. Dislocation des actifs, pourquoi? Parce que nous sommes, depuis un certain nombre d'années, dans un environnement, allez, je vais utiliser les termes, même s'il faut les prendre quand même avec prudence, mais l'argent est gratuit. C'est vraiment quasiment un oxymore, mais l'argent est gratuit. Donc, vous avez un certain nombre d'intervenants sur les marchés qui ont mis en place des stratégies à effet de levier qui sont considérables. Et rien n'est pire pour ces gens-là qu'une volatilité, qu'un indice de la peur, le VIX, qui explose et qui du jour au lendemain les met dans une situation extrêmement délicate parce qu'ils vont avoir des crises de liquidité, je passe les détails des appels de marge et tout ce qu'on a connu. Donc, dislocation des actifs, il faut être le premier à vendre. Plus rien n'a de la valeur, peu importe au prix auquel je vends. Ce qui est important, c'est que je coupe les positions. Donc voilà ce qu'ont un certain nombre de grands acteurs, ce qu'on appelle hedge funds en particulier, qui étaient dans des situations très à risque. Et ces situations n'ont pas été très évoquées, mais l'administration Trump et la Fed ont été très préoccupés par les situations de certains grands hedge funds américains. Donc la peur, vraiment, les marchés ont corrigé. Première phase, 21 février, 28 février. Deuxième phase, 4 mars, 18 mars. Première phase, moins 12%, en tout cas sur le CAC 40, pour ce qui nous intéresse en France. Deuxième phase, moins 31%. Donc, on est dans cette phase de baisse des marchés. Les opérateurs, tous ceux qui interviennent sur les marchés, commencent à réviser leurs perspectives d'avenir. Je parlais de confiance et visibilité. La visibilité n'est plus là. La confiance s'érode assez significativement. Donc, les valorisations sont revues par les analystes. Les évaluations éventuelles des agences de rating sur certaines sociétés qui sont identifiées comme ayant éventuellement des problèmes de liquidité. Donc, tout ça, c'est vraiment l'effet boule de neige. Donc, en moyenne, les marchés, depuis le début, ont perdu 40%. L'économie mondiale s'est fermée, plus de production, plus d'échanges, plus de consommation. C'est à ce moment-là, alors même si ça a été, il a fallu quand même 15 jours,
Mais par rapport à 2008, les réponses ont été d'une rapidité exemplaire. Tout le monde a compris, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, tout le monde a compris que le nerf de la guerre, c'était le discours, et vous savez que les marchés sont très sensibles au discours, le discours, 2, éventuellement les actes. Mais le discours a été très fort, aussi bien en Europe, en France déjà, quand le président Macron l'a évoqué, quoi qu'il en coûte. En Europe, quand Madame Lagarde a évoqué toutes les mesures qui seraient nécessaires pour que l'économie ne sombre pas, et aux États-Unis, c'est la première fois, le président parlait au nom de la Fed, il ferait, le président Trump, tout ce qu'il faudrait pour que les marchés ne sombrent pas et pour que les économies ne sombrent pas. Mais dans leur esprit, les premières réactions étaient en direction des marchés. Donc le robinet, quoi qu'il arrivait, le robinet serait ouvert. Donc ça, à ce moment-là, une nouvelle phase pour les marchés a débuté. Pourquoi? Parce que je suis désolé pour ceux qui pensaient que d'ores et déjà on réfléchissait au nouveau monde, mais là, la logique financière a repris ses droits, on va dire une logique plus financière qu'économique. Donc, les marchés ont reconnu une phase de hausse très importante parce que dans la baisse, il y a eu, alors encore une fois, des anglicismes, de l'outflow, c'est-à-dire une sortie des fonds, une sortie de cash, ou en tout cas des désinvestissements des fonds actions vers les fonds obligataires, mais avec cette manne de l'argent gratuit, le marché obligataire s'est vidé et tous les investisseurs sont retournés sur les marchés actions. Donc on a vu à travers le monde ce qu'on appelle de l'inflow, du nouvel argent qui se réinvestit sur les marchés actions. Et ça, immanquablement, ça fait monter les marchés. L'euphorie, tout allait mieux dans le meilleur des mondes. Donc on considérait, le marché considère, et encore aujourd'hui, le marché considère, pour reprendre les propos du professeur Nussenbaum, que la reprise est en V. Je vais y revenir tout à l'heure, mais on peut d'ores et déjà dire qu'un certain nombre de secteurs, pour un certain nombre de secteurs et de valeurs, les investisseurs considèrent que la reprise est en V. À titre d'exemple, il faut nuancer un peu ces rebonds des marchés, parce qu'il faut avoir un chiffre en tête. Aux États-Unis, au plus haut des marchés, l'investissement, la capitalisation boursière des GAFAM représentait aux alentours de 20% de la capitalisation totale du Standard & Poor's. Aujourd'hui, on est à 30%. Ça veut dire que ces inflows dont je parlais tout à l'heure, ils ne s'investissent pas partout. Ils s'investissent là où il y a de la sécurité. Là où les investisseurs considèrent que le monde de demain, appelons-le comme ça, va être extrêmement favorable, et on a vu les résultats de Facebook hier, extrêmement favorable aux GAFAM, aux nouvelles sociétés. Donc c'est ça qui est extrêmement important, il faudra nuancer, et je vais y revenir. Donc y a-t-il lien, et c'est la question que les marchés, dans le cadre de la conférence que vous organisez aujourd'hui, y a-t-il un lien entre ce rebond des marchés et les espoirs de relance de l'économie mondiale? Je reviens. Deux soutiens majeurs. Les banques centrales et les gouvernements. L'espoir est de nouveau parmi les opérateurs. Mais le ralentissement économique, de par les annonces vraiment, qu'elles soient macroéconomiques ou microéconomiques, le ralentissement est toujours là. Si on analyse les prévisions de bénéfices, les investisseurs aujourd'hui considèrent que d'ores et déjà, pour un certain nombre de secteurs, et je vais vous les lister, d'ores et déjà, le rattrapage 2020 est dans les cours. C'est-à-dire que la baisse est validée, mais on considère que 2021, la croissance sera repartie. Alors, pour cette conférence, j'ai essayé à vendredi soir, parce que c'était un peu long, j'ai essayé secteur par secteur, en fonction des publications qui avaient été déjà réalisées, d'analyser les messages que nous renvoyait le marché sur la reprise de l'économie. Et là, vous avez une dichotomie, comme souvent dans les marchés, vous avez une dichotomie entre les secteurs dits défensifs ou de croissance, avec une excellente visibilité et une confiance
dans l'activité de ces secteurs. Et pour ces secteurs, nous y retrouvons la pharmacie, les utilities, la distribution alimentaire, le luxe, toutes les activités autour de l'IT. Le marché valorise déjà une reprise en V. Pour tous les autres, et vous voyez qu'il doit y en avoir un certain nombre, ce qui fait en définitive l'économie réelle, c'est-à-dire les matières premières, l'auto, l'hôtel et loisirs, le transport, l'aéronautique défense, les banques, tous ces secteurs-là ne sont absolument pas valorisés comme les autres. Et là, le marché est très inquiet. Là, le marché est très inquiet parce qu'il considère que la reprise sera difficile, sera longue, et pour certaines sociétés, il n'est même pas convaincu de la pérennité de l'existence de certaines. Donc voilà, donc il y a vraiment un problème. Vous voyez que la dichotomie des marchés fonctionne, que la hausse, en définitive, ne touche pas de manière unilatérale tous les secteurs et toutes les valeurs. Alors, autre travail sur lequel j'ai essayé d'avancer, c'est quels pourraient être les risques pour que les marchés redégringolent, si j'ose dire, que l'on connaisse une deuxième vague de baisse sensible sur les marchés. Et là, sur certains aspects, je rejoins le professeur Nussbaum sur certaines analyses. Vous voyez, l'analyse économique sur l'économie réelle, mais les marchés vont arriver, pour la plupart, aux mêmes conclusions. Le premier, évidemment, c'est la peur d'une deuxième vague. La prime de risque et le coût des actions, alors là, ça serait catastrophique si on mettait en place un deuxième confinement. La répercussion de la distanciation sociale, pour les secteurs ou les sociétés qui ont un très faible pricing power, ça serait difficile parce qu'elles seraient obligées de survivre en acceptant une baisse de marge. Donc moins d'investissement à terme et de toute façon accroissement du chômage. La redéfinition des chaînes d'approvisionnement. Le professeur en parlait tout à l'heure, le coût de relocalisation et les difficultés pour les industries au faible pricing power aussi. Donc, il y aura un impact sur les marges, il y aura un impact sur les cash flows. Il y aura aussi une pression sur la déglobalisation et réorganisation de la chaîne d'approvisionnement pour éviter les ruptures. La quatrième, c'est l'explosion de la dette publique et corporate. Jusqu'où les ratios dette-PIB pour les États seront-ils acceptés? À quel moment les États, les gouvernements accepteront-ils de ne pas augmenter les impôts? Et si on augmente les impôts, la consommation, inévitablement, qui représente plus de 60% du PIB français, inévitablement sera orientée à la baisse. Donc, le marché, dans ces conditions, mettra une pression d'autant plus forte sur les multiples de valorisation et obligera, sans rentrer trop dans les détails, à valoriser de préférence avec un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA plutôt que PE. Donc ça, c'est pas bon pour les marchés. Et les futurs cash flows ne seront pas utilisés pour l'investissement, mais seront utilisés pour le remboursement de la dette. Et enfin, le retour du politique, qui, on l'a vu avec cette problématique des dividendes et du retour de cash à l'actionnaire, a envie, et ça c'était un vœu, je me souviens, le président Sarkozy déjà s'interrogeait sur cette problématique en 2008, sur la nécessité que le politique reprenne un peu de pouvoir face au monde financier. Et là, c'est un danger si jamais il y avait une réglementation, une régulation qui s'imposait trop fortement au marché, alors les marchés repartiraient à la baisse. Donc en conclusion, vous savez, c'est assez compliqué pour les marchés de trouver des conclusions, mais le marché, et ça je vais vous donner un peu mon avis, que j'ai comparé, checké, comme on dit, avec certains autres intervenants de marché, les marchés ne sont pas stabilisés. Il ne faudrait pas que certains utilisent les rebonds des marchés comme un prétexte à la bonne situation. Vous voyez, tout va bien, les marchés rebondissent. On n'en est pas là du tout. Nous sommes encore dans la financiarisation des marchés et il ne faudrait pas se laisser amadouer, endormir par une situation qui pourrait être trop euphorique. Donc je dis prudence, la situation n'est pas gagnée. Heureusement, le marché est profond pour que certaines entreprises, alors celles qui ont des ratings les plus élevés,
puissent se financer sur les marchés, mais ce n'est pas le cas de toutes. Donc, soyons prudents et regardons les marchés avec circonspection, parce qu'évidemment, ils ne nous donnent pas la vérité. Le risque, c'est qu'il faudra un jour, un moment, espérons le plus rapidement possible, que les marchés rejoignent l'économie réelle ou que l'économie réelle rejoigne les marchés. Qui a raison, qui a tort? Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Je vous remercie. Dominique, il faut que vous enleviez le mute. Voilà. Voilà, je crois que ça marche maintenant. Donc, merci, M. Chekroun. Et je donne maintenant la parole à Sabine Lockman qui va nous ouvrir sur des dimensions un peu nouvelles, sociales et environnementales en particulier. À vous, Sabine. Merci beaucoup, Dominique. Moi, je suis convaincue qu'une reprise résiliente et durable passe par une intégration plus systématique des risques ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, tant par les États, les collectivités que par les entreprises. Chaque année, en janvier, le World Economic Forum publie son Global Risk Report et à l'occasion du rapprochement de Vigeo Eiris et de Moody's en avril 2019, nous avions comparé l'évolution de cette perception sur 10 ans. Alors qu'en 2009, les risques économiques trustaient les premières places du classement, 10 ans plus tard, ne figurent plus dans le top 5 que des risques environnementaux et technologiques. En 2020, le top 5 des risques publiés le 15 janvier est même exclusivement environnemental, alors que dans le même temps, couvre un risque sociétal sans précédent, le Covid-19. La leçon est claire, nous devons rigoureusement surveiller, évaluer et traiter chaque catégorie de risque. Alors que les États s'apprêtent à injecter des milliers de milliards d'euros dans nos économies pour faire face aux conséquences économiques et sociales découlant de la pandémie, les parties prenantes à la vie économique et sociale disposent d'une opportunité historique pour changer en profondeur nos modèles de décision en y intégrant peut-être plus systématiquement des critères ESG. Il s'agit d'appliquer alors une grille d'analyse holistique aux décisions à prendre dans le temps et ainsi d'accélérer notre transition vers une société véritablement durable, car en premier lieu résiliente. De nombreuses voix s'élèvent d'ailleurs pour relayer ce message. Il a été entendu au plus haut niveau. Les ministres du G20 s'étant engagés dans leur communiqué du 15 avril dernier à soutenir une relance durable sur le plan environnemental et inclusive socialement. Au niveau européen encore, un collectif de 180 ministres, députés européens, PDG, ONG, ainsi que des organisations syndicales ont lancé un appel à la mobilisation pour un plan de relance verte pour un monde durable. En France, le Parlement a lui introduit dans le projet de loi de finances rectificative et en plus des dispositifs de soutien anti-structure, un amendement qui précise que l'État apportera son soutien aux entreprises stratégiques jugées vulnérables à condition qu'elles intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. En Allemagne, enfin, j'ai appris aujourd'hui qu'en amont du dialogue numérique de Petersberg sur le climat cette semaine, à la fois des hommes politiques allemands de haut niveau et 68 grandes entreprises allemandes et internationales viennent de demander formellement au gouvernement allemand de veiller à ce que les plans de relance économique Covid-19 soient respectueux du climat. La réponse des entreprises à la crise elle-même est aussi un révélateur du changement de paradigme qui doit s'opérer. Entre le 30 janvier, date d'ailleurs de la reconnaissance par l'OMS du début de la pandémie, et le 24 avril, les équipes de Vigeo Eiris ont effectué un suivi constant de 7700 valeurs dans le monde entier afin de relever les controverses ESG relatives à la pandémie ainsi que leurs bonnes pratiques telles qu'elles avaient été rendues publiques. Nous venons d'ailleurs d'en publier les principaux enseignements dans une étude intitulée Corporate Social Responsibility, The COVID-19 Stress Test, et j'aurai le plaisir à vous en adresser la copie à l'issue de cette conférence. Pendant cette période, nous avons relevé 65 controverses. En fait, elles concernent 57 entreprises qui appartiennent à 22 secteurs différents. Plus de 90% de ces controverses ont un impact significatif à élever. Et sur les 57 entreprises concernées, essentiellement d'ailleurs situées aux États-Unis pour 47% et en Europe pour 39%, les marchés émergents ne représentant que 9% et l'Asie 4%, 14% en fait de ces entreprises ont pris des mesures correctives et 8% se sont montrées proactives lorsqu'on les a interrogées sur ce qu'elles allaient faire
ou sur ce qu'elle faisait déjà afin de corriger les comportements dénoncés. Cela peut encore venir d'ailleurs à nous, tant nous sommes encore dans une actualité qui demande parfois du temps aux entreprises afin de nous revenir, mais c'est déjà un indicateur. Finalement, peu d'entre elles ont encore réagi, ont été proactives. Pourtant, d'autres ont pris des mesures positives, essentiellement d'ailleurs en matière de sujets qui relevaient de leur responsabilité sociale et sociétale. Et on peut dire aussi qu'elles ont compris l'importance d'être un acteur citoyen qui partage totalement le destin des communautés qu'elles servent ou qu'elles se trouvent dans le monde. Parmi celles-ci, je vais citer Danone, qui s'est engagé à sécuriser les contrats de travail et les salaires de ses 100 000 collaborateurs à travers le monde jusqu'au 30 juin. Danone a également annoncé qu'il mettrait à disposition de son réseau de 15 000 fournisseurs à travers le monde un fonds de soutien doté de 250 millions d'euros. De la même manière, Unilever s'est également engagé à protéger ses collaborateurs, mais aussi ses prestataires de services contre toute baisse de salaire consécutive à la crise sanitaire, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de santé si les personnes étaient malades. L'entreprise prévoit d'ailleurs de débloquer 500 millions de dollars pour les petites et moyennes entreprises tout au long de sa chaîne logistique, qu'il s'agisse de fournisseurs ou même de points de vente. Enfin, d'autres entreprises, et j'ai relevé quelques noms comme Pernod Ricard, Anheuser-Busch ou encore LVMH ou Burberry, ont converti une partie de leur appareil productif pour fabriquer des gels alcooliques, des dispositifs médicaux comme des masques ou des surblouses. Sur le plan des rémunérations, les patrons d'entreprises de Delta Airlines, du Marriott, d'Allegiant ont tous décidé de renoncer à leur salaire et de suspendre le reste de leur package de rémunération pour éviter des licenciements. Et récemment, une étude réalisée au Royaume-Uni a montré qu'un quart des PDG du FTSE ont accepté des baisses de salaire et de leurs primes en réponse aux besoins provoqués par la pandémie. Ça a été évoqué précédemment aussi dans le monde de la finance. Plusieurs banques et fonds souverains ont entamé ces dernières semaines l'émission d'obligations Covid-19 avec pour objectif la collecte de fonds qui vont permettre de faire face aux impacts sociaux et économiques du virus. C'est le cas par exemple de la Nordic Investment Bank pour 1 milliard de dollars, de la Banque européenne d'investissement pour 3 milliards ou encore de la CEB pour 1 milliard. Ils ont toutes émis des obligations pour mettre à disposition des pays européens des fonds permettant de maintenir à flot leur système de santé et financier. On a aussi observé comment d'ailleurs une partie de la communauté des investisseurs s'était mobilisée pour inciter les entreprises à trouver leur voie d'une reprise socialement responsable. C'est ainsi que 314 investisseurs institutionnels de long terme, représentant plus de 8,4 milliards de dollars d'actifs, ont appelé, dans une déclaration publiée le 14 avril dernier, les entreprises à prendre des mesures de responsabilité sociale pendant la crise. Elles les ont notamment exhortées, j'ai relevé quelques-uns des éléments, à donner la possibilité à leurs collaborateurs dans l'incapacité de travailler d'être malgré tout payés pendant la crise, y compris les employés à temps partiel et les intérimaires, de prioriser la santé et la sécurité de leurs collaborateurs et de leurs clients à travers des mesures de protection pouvant aller jusqu'à la fermeture des sites, de prendre toutes les mesures possibles pour maintenir l'emploi, de préserver leur chaîne d'approvisionnement en continuant à payer leurs fournisseurs en temps et en heure, tout en aidant leurs clients les plus fragiles financièrement à faire face à leurs échéances. Et enfin, de faire preuve d'éthique et de responsabilité en matière de gestion financière, en suspendant notamment les plans de rachat d'actions et en limitant la rémunération de leurs dirigeants pendant la crise. Alors, cet appel fait écho aux recommandations des Nations Unies qui, dans un article publié le 27 mars par le United Nations Principles for Responsible Investment, engageait les investisseurs à jouer un rôle actif pour réduire les impacts négatifs de la crise, notamment au travers de quelques actions, engager le dialogue avec les entreprises dont la réponse à la crise est insuffisante, intervenir dans tous les domaines où la crise aggrave ou masque des difficultés préexistantes, soutenir publiquement une réponse globale à l'échelle de toute l'économie, participer aux AG virtuels, être à l'écoute des demandes de soutien financier et enfin maintenir une approche de long terme dans leurs décisions d'investissement. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, me direz-vous, moi je pense que l'exception doit devenir la règle. Si l'objectif à court terme est de faire face à l'urgence et de sauver le maximum d'entreprises et d'emplois, il faut penser dès aujourd'hui à l'après de ces plans de sauvetage. C'est pourquoi les critères ESG doivent être au cœur des plans de relance qui se préparent au niveau national, européen et mondial. Chaque plan sectoriel, chaque projet soutenu dans le cadre de cette relance devra faire l'objet d'une évaluation environnementale, sociétale et de gouvernance adaptée afin de permettre
d'orienter nos choix collectifs vers des projets qui maximisent la combinaison de ces 3 critères tout en tenant compte, bien sûr, de la taille et des moyens des organisations. On le devine, les programmes de relance en préparation sont sans doute d'une ampleur sans précédent. De ce fait, les choix que nous faisons à cette occasion unique dans l'histoire auront des effets structurants sur des décennies. L'opportunité qui nous est offerte, c'est de transformer ces efforts financiers considérables en outils au service d'une économie soutenable et inclusive. Saisissons-la. Merci Dominique. Merci beaucoup Sabine, merci de nous avoir rappelé au fond qu'une crise peut être aussi une opportunité. En tout cas, c'est un message plutôt optimiste que vous nous avez apporté là en quelques minutes. Merci. Je voudrais donner la parole maintenant à Larry Codard, qui est banquier chez Rothschild et qui va sans doute nous expliquer comment les banques vont pouvoir concourir à une bonne relance de notre économie. Merci, Monsieur Codard, et je vous donne la parole. Merci, Monsieur le ministre. Donc je pense que pour pouvoir d'abord répondre à la crise, notamment du point de vue financier, et répondre à qu'est-ce que serait ou comment doit ressembler les plans de relance. Je pense qu'il faut d'abord mesurer l'ampleur de la crise et un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas encore quelle est l'ampleur de cette crise aujourd'hui. On était sur les premières semaines sur des anticipations de baisse de PIB de 2-3%. On est vite passé à 6-7-8% de baisse. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va continuer, si on aura une deuxième vague, si les personnes malades seront immunisées, pour combien de temps. Donc, toutes ces inconnues font peser des risques très importants pour les sociétés les plus touchées, et notamment tous les secteurs déjà mentionnés aujourd'hui, les transports, les loisirs, la distribution hors distribution alimentaire, etc., qui aujourd'hui sont à un rythme d'activité de zéro, avec zéro revenu qui rentre dans leur caisse. Donc, ce qui est a priori sûr, par contre, ce qu'on sait, c'est que plus la crise va durer, plus elle risque d'endommager les outils de production et ces entreprises, et de transformer la crise d'économie réelle actuelle en une crise plus large, qui mettrait à mal l'outil de production et donc la disponibilité de l'offre au moment de la reprise. Donc pour moi, l'après-crise se prépare du point de vue des entreprises maintenant, en protégeant justement ces entreprises qui sont les plus touchées, en les aidant à survivre pendant cette période de confinement et pendant évidemment les premières semaines de redémarrage, puisque ça ne se fera pas instantanément. Ces entreprises, elles doivent donc être soutenues de plusieurs manières possibles, mises entre guillemets sous respirateur, en quelque sorte, pour éviter le plus possible les faillites et une hausse du chômage qui en découlerait et qui aurait évidemment des effets exponentiels sur la demande et l'output de production. Donc, à mon sens, comment protéger les entreprises et tout cet outil de production, c'est la première question que je me pose. Et à mon sens, il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est la réponse politique. Cela a déjà été largement évoqué. Mais je pense que c'est important parce qu'il y a en effet des différences très importantes observées entre la crise actuelle et la principale crise précédente à laquelle on peut la comparer, toute chose égale par ailleurs, qui est la crise de 2008 sur le plan financier. La réponse politique, elle a, à mon sens, déjà en partie eu lieu, elle a déjà bien commencé, elle a été 1000 fois plus rapide que ce qu'on a pu voir en 2008. En 2008, pour mémoire, sous des grands sujets, typiquement le quantitative easing, on a attendu 2015 pour que la BCE le lance. On a mis des années à parler de bad bank suite à la crise économique de 2008 pour loger les actifs les plus touchés, alors qu'on en parle déjà aujourd'hui. Et par ailleurs, point important quand il s'agira d'aborder le sujet
du soutien aux entreprises, du soutien financier aux entreprises, les chefs d'État de l'Union européenne se sont déjà mis d'accord aujourd'hui pour relaxer les critères de déficit et assouplir les règles d'aide d'État pour permettre justement aux États de déroger au pacte de stabilité et de croissance et de soutenir leurs économies nationales en soutenant des entreprises de manière spécifique. Alors qu'en 2008, on avait justement cherché à durcir gommer en partie la volatilité qu'on a observée pendant les premières semaines. On a certes des indices, que ce soit sur le côté equity ou côté dette, qui ont dégringolé, mais cette chute s'est arrêtée et on a commencé à observer une remontée de quelques points, notamment sur les marchés de dette et sur les marchés de dette les plus qui concernent les crédits les plus solides. Donc tout le marché investment grade, qui est donc un marché obligataire sur lequel les émetteurs les mieux notés par les agences de notation, ce qu'on appelle les émetteurs investment grade, est un marché qui est complètement reparti, avec certes des conditions de pricing qui sont plus élevées. Donc les emprunteurs payent plus cher leur nouveau financement, mais ce marché est aujourd'hui, entre guillemets, grandement ouvert et permet à un certain nombre de secteurs de continuer à se financer et à lever de la liquidité pour tenir le coup et passer ces périodes difficiles où les revenus sont fortement impactés. En France, par ailleurs, donc malheureusement, bon, ce marché obligataire investment grade, il concerne un certain nombre de sociétés, et notamment des grosses sociétés, mais il ne concerne pas les sociétés qui étaient déjà les plus fragiles et qui avaient une qualité de crédit inférieure avant la crise. On parle du marché high yield ou du marché non-investment grade, et pour le coup, c'est un marché qui aujourd'hui montre des signes très timides de redémarrage, mais on en est encore très loin. Et donc pour toutes ces sociétés qui sont en effet plus fragiles, on a vu les États se mobiliser pour mettre en place des plans de soutien. Et si on regarde notamment ce qu'on fait en France, le gouvernement a annoncé un plan de 300 milliards pour le sauvetage des entreprises impactées et alloue au titre de ce package, en effet, des garanties d'État via les prêts garantis par l'État, avec des garanties d'État qui s'étalent en fonction de la taille de l'entreprise, de 70% à 90%. Donc, on a cette réponse politique qui, pour moi, est là vis-à-vis des entreprises, mais évidemment, elle ne peut pas se suffire à elle-même et elle va nécessiter une réponse des acteurs privés, que ce soit les banques ou les prêteurs de manière générale et les actionnaires d'autre part. Une autre différence sur le plan des acteurs privés par rapport à la crise de 2008, c'est qu'en 2008, on avait un marché qui était court en liquidité, qui s'est rapidement fermé, avec des banques qui ont arrêté de prêter et des sociétés qui étaient dans l'impasse de pouvoir se refinancer par absence de liquidité, même à des coûts très élevés. Il n'y avait pas suffisamment de liquidité dans le marché pour qu'elle soit injectée là où il fallait auprès des entreprises les plus en difficulté. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement différente, puisque pré-crise, donc disons sur les derniers mois qui ont précédé la crise, on était dans un marché qui était plein de liquidités, avec des investisseurs institutionnels et des banques qui avaient énormément d'argent à investir, que ce soit à prêter côté crédit ou à investir côté equity. Et aujourd'hui, on le voit, quand on a vu le redémarrage du marché obligataire investment grade, on a vu des montants, enfin des volumes records d'émissions jamais observés. On a dépassé aujourd'hui,
Si on fait la somme des volumes émis sur le marché obligataire depuis le début de l'année, on dépasse largement ce qui a été émis sur la même période en 2019. Donc on voit que le marché a les moyens, entre guillemets, de venir soutenir les entreprises. Néanmoins, comme l'a expliqué M. Chekroun, le marché est méfiant pour l'instant et donc se concentre sur les secteurs les plus défensifs ou ceux qui sont le moins impactés par la crise. On voit de notre côté, notamment tout ce qui touche au secteur des télécoms, au secteur de la pharmaceutique, de la santé, et également au secteur, en effet, du luxe. Si on regarde, donc du coup, il reste quoi? Il reste toutes les entreprises les plus affectées dans le secteur des loisirs, dans le secteur des transports, de l'aviation, dans le secteur du retail, et tout ce qui est distribution non alimentaire, et qui sont donc des commerces fermés. On voit donc un certain nombre de sociétés qui sont en difficulté parce qu'elles n'ont pas suffisamment de coussins de sécurité, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas suffisamment, entre guillemets, si on veut, d'argent de côté ou de financement disponible prêt à être utilisé ou à être tiré dans des situations un peu compliquées comme aujourd'hui. Ce qu'on voit face à ça, c'est que l'une des meilleures réponses a été la mise en place en France de ces PGE. Et on travaille chez Rothschild à la mise en place de plusieurs d'entre eux. On a commencé avec Fnac Darty, qui a été annoncé en premier il y a une dizaine de jours. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie dynamique de partenariat qui s'est mise en place entre, d'une part, l'État et d'autre part, les banques et les actionnaires. Et que cette dynamique de partenariat, elle peut fonctionner, et elle fonctionne, mais elle est complexe, et il y a un certain nombre de contreparties qui sont demandées à chaque fois de part et d'autre, notamment aux sociétés, en termes d'engagement à venir, et aux actionnaires, car l'équilibre des pouvoirs est clairement aujourd'hui en faveur des banques. On a donc un équilibre à trouver entre ces trois parties, si on veut, donc État, banque et actionnaires, pour se mettre d'accord sur les plans de sauvetage spécifiques, société par société. Parce qu'en effet, quand on parle de PGE, de plan garanti par l'État, c'est une garantie, c'est avant tout une garantie que l'État offre, mais il ne peut en aucun cas forcer la main des banques. C'est-à-dire que les banques doivent également accepter, les banques sont les banques qui prêtent, et le PGE ne peut pas se faire sans leur accord. Et pour avancer là-dedans, ce qui est important, c'est d'arriver à négocier, à une négociation équilibrée, sans pour autant que les banques profitent de la situation, puisque les banques vont évidemment demander un certain nombre de contreparties, vont pouvoir imposer une rémunération et un certain nombre de conditions d'encadrement de ce que la société aura le droit de faire durant la durée de vie de ce PGE. Ce qu'on voit du coup se dessiner, et dans la lignée de ce que l'Union européenne a d'ailleurs recommandé, c'est les mécanismes de contrepartie demandés aux actionnaires, que ce soit notamment la suspension de dividendes pendant la durée du PGE, ou tant qu'il n'est pas remboursé, des engagements d'augmentation de capital ou de renforcement des fonds propres par les actionnaires, pas forcément immédiatement, mais à l'issue d'une période de 1, 2 ou 3 ans, si jamais la société ne se rétablit pas comme il est prévu ou il est attendu qu'elle se rétablisse, ou des engagements, comme l'a évoqué Mme Blockman, qui sont plus des engagements de type ESG, avec la conversion d'un certain nombre de dépenses en faveur justement d'investissements verts ou socialement plus responsables. Donc aujourd'hui, les banques demandent toutes ces protections pour se protéger, pour protéger
également les sociétés et donc protéger leur capacité à se faire rembourser. Elles vont également, comme on l'a vu à l'issue de la crise 2008, demander aux sociétés de contenir leur niveau d'endettement pour éviter de se retrouver dans un scénario de crise future à venir dont on ne connaît pas encore à quoi elle pourrait ressembler, de se retrouver à nouveau dans une autre crise avec des niveaux d'endettement très élevés qui feraient vaciller, encore une fois, un certain nombre d'entreprises. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a systématiquement, et c'était le cas lors de la crise de 2008, on était en 2007 à des niveaux d'endettement records chez un certain nombre, chez les sociétés les plus risquées. Post-crise 2008, ces niveaux d'endettement ont été contenus, les banques ont prêté sous condition que des limites soient respectées. Et puis, les marchés se sont plus ou moins progressivement retournés en faveur des emprunteurs et on est reparti à la hausse avec pré-crise, donc en début d'année, si on veut on veut fixer un point, avec en début d'année des niveaux d'endettement qui étaient revenus à des niveaux très très élevés. Et qui dit niveau d'endettement très très élevé, dit que le jour où vous avez un problème de revenus, que vous devez fermer vos magasins, le sujet c'est que la dette elle est toujours là et qu'il faut toujours la rembourser. Et c'est souvent ça qui fait la différence entre des entreprises qui sont entre guillemets surendettées ou très endettées et qui sont donc beaucoup plus fragiles, qui tombent beaucoup plus rapidement, et des entreprises qui ont un peu plus de marge, une dette qui coûte peut-être moins cher du coup, et un coussin de sécurité avec un peu plus de cash de côté. Et donc je pense que c'est vers ça qu'on va tendre, c'est-à-dire avec des banques aujourd'hui qui vont accepter de, entre guillemets, sauver les entreprises en leur demandant en échange un certain nombre de contreparties qui va venir potentiellement d'une meilleure gestion ou d'une gestion plus prudente en termes de liquidité, de maintien de la liquidité ou de contreparties directement adressées aux actionnaires en matière de support financier plus contraint à l'avenir. Donc je pense que ce qui va se dessiner et le fait que l'État soit parti à ces discussions tripartites dans le cadre de la mise en place des PGE va jouer, je pense aussi, pas mal pour pousser vers une sorte de régulation ou d'encadrement des niveaux d'endettement et des qualités de crédit qui en découlent des sociétés pour s'assurer qu'elles seront moins fragiles à l'avenir. Merci beaucoup. Merci de cet éclairage sur cet équilibre entre banque, État et entreprise et la part que les banques vont certainement prendre dans l'organisation de la relance. Maintenant, je vais demander à notre député Jean-Noël Barrot, qui est au cœur du processus de décision de l'État en tant que vice-président de la Commission des finances, d'intervenir d'une manière, j'imagine, en tenant compte de ce qui a été dit, en conclusion à ce qui a été dit, et en nous donnant son point de vue sur la façon d'améliorer les meilleures conditions de la reprise économique. Merci d'avance à Jean-Noël Barrot et je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup Dominique et merci pour cette invitation. Évidemment, comme l'a rappelé le professeur Nussenbaum, face à la propagation du virus, la décision qui a été prise par la plupart des pays du monde, c'est de mettre en place des mesures de distanciation sociale très strictes qui, à leur tour, ont eu un effet de paralysie sur les économies, avec avec un risque majeur d'écroulement par la propagation de ces difficultés d'entreprise à entreprise, par la voie des chaînes d'approvisionnement, mais aussi des délais de paiement, des retards et des défauts de paiement d'une entreprise à l'autre. Ce qui a été fait en France et dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est d'essayer de freiner la contamination à l'ensemble de l'économie de ces difficultés financières et d'empêcher que se produisent des défaillances d'entreprises, des licenciements massifs au moment où les mesures de distanciation sociale entraient en vigueur. Les 4 piliers de
cette politique, je dirais, de transfusion de l'économie française, c'est d'abord le chômage partiel, qui concerne désormais un salarié sur deux et qui permet aux entreprises d'éviter de licencier des personnes et en particulier de conserver le capital humain que représentent les salariés alors même que l'entreprise, que le carnet de commandes se vide et que l'économie est à l'arrêt. Donc c'est le premier pilier. Le second pilier, c'est le fonds de solidarité. Ce sont des indemnisations qui vont de 1 500 € à près de 7 000 € à destination des petites entreprises. Il y a à peu près 1 million de petites entreprises qui en sont bénéficiaires désormais. Et ça a vocation à compléter la rémunération inexistante d'un chef d'entreprise qui ne serait pas salarié pendant la période et à couvrir des charges incompressibles et des coûts fixes. Le troisième pilier, c'est justement la suspension des cotisations sociales et fiscales. C'est une mesure de trésorerie massive que l'État et les administrations publiques ont mise en œuvre, en encourageant aussi les acteurs privés, quand ils le peuvent, à suspendre les loyers ou suspendre le remboursement des créances diverses et variées. Il y a eu notamment un engagement qui a été pris dans un premier temps par les bailleurs de suspendre les loyers, puis un engagement par les foncières principales d'annuler purement et simplement les loyers pour les mois du deuxième trimestre. Et lors du deuxième projet de loi de finances rectificative, donc le deuxième budget rectificatif qu'on a voté, j'ai déposé un amendement qui a été adopté et qui permet de neutraliser fiscalement l'abandon de créances consenti par un bailleur. Puisque dans l'état actuel du droit, si vous abandonnez une créance, un loyer ou toute autre créance, vous êtes quand même taxé sur les sommes non perçues. Grâce à l'amendement que nous avons fait adopter, ce n'est plus le cas. Donc le troisième pilier, ce sont ces suspensions de cotisations et de charges pour maintenir de la liquidité dans les entreprises. Et le quatrième pilier, ça a été cité par un certain nombre de mes prédécesseurs, c'est évidemment ces prêts garantis par l'État, avec la possibilité de garantir jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts. Donc, pour mettre les choses en perspective, c'est 50 fois plus que ce qui avait été prévu pendant la crise de 2008, où on avait également un plan de garantie de crédit à destination des entreprises, mais qui était formaté pour une distribution de 6 milliards. Et là, on est sur 300 milliards, et c'est environ 400 000 entreprises qui en ont bénéficié à ce jour. On peut noter, parce que évidemment l'intensité des plans de relance varie en partie de pays à pays en fonction de la gravité de la situation, mais on peut déjà noter que même si effectivement aujourd'hui on s'intéresse à la Commission des finances un peu moins que d'habitude aux économies et je dirais au redressement des finances publiques, on s'aperçoit quand même que les pays qui sont entrés dans cette crise avec des finances publiques plus saines sont en mesure de mettre en place plus rapidement et de manière plus massive leur plan de relance. Donc je ne sais pas à quel moment, je suis à peu près convaincu que le moment n'est pas encore venu pour parler redressement des finances publiques, mais il est intéressant de constater déjà que lorsque on a profité des temps heureux pour assainir ces finances publiques, on entre dans les épisodes de crise avec un peu plus de marge de manœuvre. Ça, c'est pour la France et les pays qui nous entourent. Alors évidemment, et ça a été aussi mentionné par les uns et par les autres, étant donné que tous les pays, notamment les pays européens, ne sont pas aussi bien armés ou ne sont pas aussi durement touchés les uns que les autres, il était important que puisse jouer la solidarité européenne. Sur le plan de la politique monétaire, après quelques hésitations initiales, la Banque centrale européenne et sa présidente Christine Lagarde ont mis en œuvre un programme d'achat d'urgence, le PEPP, à hauteur de 750 milliards d'euros et avec un détail très important qui est que par rapport aux autres programmes d'achat d'actifs, celui-ci n'est pas soumis à la limite des 33% de la dette souveraine d'un État, ce qui, en théorie, peut permettre à la BCE d'acquérir une partie importante des dettes d'un État de l'Union européenne. C'est important à noter puisque le mandat de la Banque centrale européenne n'est pas de venir secourir tel ou tel pays,
mais d'assurer la stabilité des prix, la stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc cette mesure qui a été prise de relever ce seuil de 33%, implicitement, elle permet à la Banque centrale d'aller plus loin au cas par cas. Et donc elle vient en réalité pallier l'absence de consensus entre pays européens, malgré les initiatives répétées de la France, du président de la République, du ministre de l'économie et des finances, d'essayer de créer une solidarité budgétaire et une force d'intervention qui permettrait aux États membres d'assister tel ou tel État qui serait plus durement touché ou qui aurait une capacité plus faible que les autres à sauver son économie. Et cet après-midi, ou en tout cas un peu plus tôt aujourd'hui, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux, mais elle a abaissé le taux auquel elle prête aux établissements bancaires de la zone euro, signifiant ainsi son intention que via les banques, l'économie européenne soit pleinement soutenue. Elle a aussi annoncé la mise en place de programmes d'achat d'actions supplémentaires et confirmé son intention de poursuivre avec le PEPP, ce programme massif qui, d'une certaine manière, communautarise en quelque sorte l'effort de financement de cette crise. Alors, nous en sommes là. Effectivement, en France, on n'a pas vu les entreprises licencier massivement, on n'a pas vu les faillites exploser, mais on voit évidemment des indicateurs très importants et très inquiétants, comme la baisse d'activité, comme c'était rappelé tout à l'heure, ou la baisse de 25% des indices, comme M. Chicoun le rappelait, mais aussi l'explosion des chiffres du chômage, puisque même si les entreprises ne licencient pas, les personnes qui étaient au chômage et qui, en temps normal, auraient retrouvé du travail, aujourd'hui n'en retrouvent pas, puisque les entreprises n'embauchent pas. Donc ça, c'est un indicateur que si nous devions, et ce n'est pas ce que nous ferons, mais si nous devions lever aujourd'hui un certain nombre de dispositifs de soutien aux entreprises, on pourrait évidemment s'attendre au pire. Et ça nous amène évidemment à réfléchir à la manière dont on va accompagner la sortie des mesures d'urgence et mettre en place les mesures de relance. Sur les mesures de relance, là aussi, beaucoup de choses ont été dites et bien dites. Je pense en particulier à un point qui était relevé par M. Audard sur la question de l'endettement. Évidemment, quand on suspend les cotisations, les loyers, quand on octroie des prêts garantis par l'État, c'est très bien parce que ça permet aux entreprises de survivre à la crise, mais évidemment, à la sortie, et les chefs d'entreprise le savent parce qu'ils anticipent eux aussi, les entreprises peuvent se retrouver face à un mur de dette. Et rien n'est plus décourageant pour un chef d'entreprise que de faire face à un mur de la dette, parce que ça veut dire que tout effort qu'il consentira, et la reprise d'activité en particulier, servira essentiellement à rembourser les créanciers et pas tellement à faire croître la valeur de l'entreprise. Et donc, à ce problème d'endettement, il faudra accompagner les mesures, je dirais, spontanées qui étaient citées par Alary Codard d'accompagnement des banques qui vont essayer de restructurer un certain nombre de dettes. Et je me demande s'il ne faut pas également aller un petit peu plus loin en incitant aux abandons de créances chaque fois que ce sera possible. Sur la question de la relance de la demande, le professeur Nussenbaum le rappelait à juste titre qu'il y a une surépargne qui se constitue. Il est intéressant de regarder où elle se constitue d'ailleurs, puisque on a eu quelques chiffres cette semaine avec 20 milliards d'euros qui sont de surépargne pour les quelques semaines de début de crise, qui ne vont pas tellement s'investir sur les supports habituels de l'épargne de précaution comme les fonds euros de l'assurance vie. Il y a une décollecte des fonds euros de l'assurance vie. Il y a une surcollecte, pas une surcollecte, mais il y a une collecte positive des unités de compte de l'assurance vie. Et il y a aussi on observe une forte participation des investisseurs individuels qui se sont portés net acquéreurs des actions en bourse, et ça avait été déjà le cas en 2008. Alors, évidemment, ça ne concerne pas l'ensemble des investisseurs individuels, mais on constate qu'il y a une partie des investisseurs individuels qui se tournent assez spontanément vers des supports, plutôt des supports actions. Ceci étant dit, on aura cette question qui se posera de la manière dont l'épargne qui a été accumulée sur, à mon avis, les comptes courants, même s'il faudrait des chiffres un peu plus précis pour les dire, comment est-ce qu'on l'accompagne
d'un côté vers la consommation, notamment la consommation de biens durables, automobiles, immobiliers, puis de l'autre côté vers de l'investissement qui est utile à la reprise et à la reconstruction. Et là, je pense évidemment au financement au fonds propres, puisque c'est sans doute ce type de financement dont on aura besoin pour la reprise, puisque comme je l'ai dit à l'instant, les solutions d'endettement, enfin les solutions par la dette ont une limite intrinsèque. Donc évidemment, la question de la demande va se poser et à mon avis, va nous amener à réfléchir à la manière dont on active en quelque sorte cette surépargne qui s'est constituée. Le professeur Nussenbaum parlait de l'offre et je crois que c'est un aspect essentiel qui n'est peut-être pas suffisamment encore pris en compte. Pourquoi un problème d'offre? Parce qu'en réalité, les pratiques de distanciation sociale vont s'installer durablement dans les habitudes et dans un certain nombre de secteurs. Et ce faisant, elles vont réduire la capacité, tout simplement, de certains de ces secteurs. Prenons par exemple les restaurants. Les restaurants, avant la crise, prenez un restaurant qui pouvait servir 50 couverts, il est probable que pendant les mois qui vont venir, il ne puisse, une fois qu'il aura ouvert, que servir 25 couverts. Et donc, on va se retrouver avec un certain nombre, l'essentiel des secteurs qui vont faire face à un choc de demande négatif, c'est pour ça qu'il faut stimuler la demande, à n'en pas douter, mais on aura aussi un certain nombre de secteurs qui vont faire face à un choc d'offres, ou en tout cas une incapacité de produire encore plus importante que la baisse de la demande à laquelle ils vont faire face. Je pense aux restaurants, mais à d'autres secteurs, et ça sera d'autant plus préoccupant et inquiétant que ces secteurs seront en amont dans les chaînes de production, puisqu'un secteur qui sera en incapacité de produire du fait de la persistance des pratiques de distanciation sociale, ça veut dire que ses prix vont augmenter puisqu'il ne pourra pas produire autant que la demande serait en capacité d'absorber. Et donc, l'augmentation de ces prix va peser sur la rentabilité des secteurs aval. Et de ce point de vue-là, il faudra essayer d'accompagner ces secteurs, voire même faciliter l'entrée et la création d'entreprises dans ces secteurs. Le professeur parlait tout à l'heure des délais de paiement. Je crois que c'est absolument essentiel, puisque quand on redémarre, il faut d'abord pouvoir assurer son fonds de roulement. Et je voudrais faire un clin d'œil au ministre des Transports de 2006, Dominique Perben, qui avait, dans une loi en 2006, réduit les délais de paiement dans le secteur des transports. Et avec mes co-auteurs, on avait analysé les effets de cette réforme et on avait vu qu'effectivement, dès lors que les transporteurs routiers étaient payés plus tôt, plus vite, ça facilitait les créations d'entreprises. C'est un exemple que je cite sans en faire évidemment un objectif législatif ou réglementaire. Ce que je veux dire par là, c'est que nous aurons à réfléchir à la manière dont nous pouvons fluidifier, faciliter la création d'entreprises ou l'expansion de secteurs qui vont subir une contraction du fait de la persistance des mesures de distanciation sociale. Et tout ça, nous devons y réfléchir, évidemment en lien avec les secteurs et les branches concernées pour trouver les solutions idoines. Il y a évidemment dans le redémarrage et la relance la question de l'Europe qui va se poser, puisque certains des pays européens, et là aussi ça a été rappelé, vont se trouver dans de grandes difficultés. La question, c'est de savoir auquel de deux dogmes nous devons renoncer. Le dogme de l'indépendance de la Banque centrale européenne qui limite sa capacité à voler au secours d'un État en particulier, ou le dogme de l'unanimité qui jusqu'à présent nous empêche de mettre en œuvre une réelle solidarité budgétaire et fiscale. Le chemin que nous avons poussé, enfin le chemin que nous voulions prendre avec le président de la République, le ministre de l'économie et des finances, est plutôt celui de la voie budgétaire, en essayant de surmonter la difficulté à trouver une unanimité autour de cette idée-là. Mais en pratique, ce que l'on voit se mettre en place, c'est plutôt, je dirais, des atteintes progressives depuis le « whatever it takes » de Mario Draghi à l'indépendance en quelque sorte de la Banque centrale, européenne, ou en tout cas à une forme d'émancipation de la Banque centrale européenne du mandat qui lui est confié par les traités, qui est surveillé de près par la Banque centrale allemande, mais dont Mario Draghi a pu, et Jean-Claude Trichet en quelque sorte avant lui, a pu trouver en quelque sorte des manières de s'échapper pour apporter des solutions concrètes. Mais moi, personnellement, je souhaite que cette crise puisse être évidemment l'occasion d'inventer de nouveaux instruments de mutualisation, de coopération budgétaire entre les pays d'Europe. Ça, ce sont
je dirais, les outils de relance? Quelles sont les orientations politiques? Puisque si on relance, si on redémarre, si on reset, comme on dit en anglais, ben c'est une image que je trouve assez parlante, qui est celle de l'ordinateur, qui, quand on le redémarre, eh bien, va installer un certain nombre de mises à jour. Et je crois que ce redémarrage de l'économie, cette relance, peut être l'occasion d'un certain nombre de mises à jour. Avec évidemment la question des pratiques environnementales, et je crois que les idées développées par Sabine Lokman vont évidemment dans le bon sens. Il y a un point qui me paraît important et qui pourrait être, à mon avis, un vecteur un peu, je dirais, pas très glamour, mais à mon avis assez puissant, qui serait en contrepartie, évidemment, des aides qui sont accordées aux entreprises de l'Union européenne, mais d'ailleurs aussi, d'en profiter pour faire évoluer les normes comptables notamment, puisque, on le sait, les normes agissent, les normes IFRS, etc., elles agissent un peu comme des règles du jeu dans la gestion quotidienne des entreprises, et notamment des grandes entreprises. Et un certain nombre d'observateurs considèrent que les faire évoluer dans un sens qui mettrait en valeur leurs actions responsables, solidaires, écologiques, serait de nature à modifier un peu les règles du jeu et à les amener, pour celles d'entre elles qui n'ont pas fait les démarches, je dirais, spontanément, à être pleinement actrices de la transition écologique. Donc, premier sujet, l'évolution vers un monde et une économie décarbonée et responsable, avec les propositions de Sabine Lokman, et éventuellement, je verse au panier la question des normes IFRS. Deuxième grande orientation, et ça a été cité là aussi par, je crois, l'ensemble des intervenants, la question de la souveraineté. Et là, je voudrais prendre le sujet de la santé, puisque ça a été évoqué. Quand on prend le tableau entrée-sortie de l'INSEE, c'est-à-dire quand on découpe l'économie française en 138 secteurs et qu'on regarde les interactions entre les secteurs, c'est-à-dire les sources d'approvisionnement des secteurs quand ils s'achètent des consommations intermédiaires entre eux, qu'on regarde le secteur de la santé non marchande, c'est-à-dire essentiellement nos hôpitaux. On s'aperçoit que 35% des achats de nos hôpitaux en consommation intermédiaire, consommables diverses, 35% viennent de l'étranger, une partie de cela vient de l'Union européenne et l'autre d'ailleurs. 35%, c'est considérable, mais ce n'est pas effrayant. Quand on rentre dans le détail à l'intérieur de ces 35% et qu'on s'intéresse aux achats de médicaments, on s'aperçoit que 90% des achats de médicaments sont réalisés à l'étranger. Le reste, c'est-à-dire 10%, sont achetés à l'industrie pharmaceutique française, mais qui elle-même, pour ses propres achats, est très dépendante d'achats de consommation intermédiaire étrangers. Donc ça, c'est pour les médicaments. Quand on s'intéresse aux consommables, c'est-à-dire aux masques, aux blouses, et pour être député d'une circonscription particulièrement touchée, j'ai pu m'apercevoir à quel point ce type de consommation intermédiaire faisait défaut à l'hôpital public. Et bien là, c'est 80% des achats de blouses, de masques, de consommables médicaux, chirurgicaux qui sont approvisionnés à l'étranger. Et donc, sur cette question de la santé, il y a évidemment quelque chose à regarder. La voie la plus naturelle, ce sera sans doute d'augmenter les crédits qui sont alloués à l'hôpital public pour qu'il puisse s'approvisionner de manière, dans l'économie française ou dans l'économie européenne, puisque, à n'en pas douter, c'est la volonté, mais pas mal intentionnée, de vouloir faire un certain nombre d'économies qui a poussé notre hôpital et notre système de santé non marchande à s'approvisionner de plus en plus, dans les décennies qui nous ont précédés, à l'étranger. Donc, on aura une question de souveraineté. J'ai parlé de la santé, mais évidemment, il y a d'autres secteurs. Je pense notamment au cloud, je pense à la 5G, où là aussi, à mon avis, on peut s'attendre à ce que ce soit une orientation forte qui soit prise. Donc, la première orientation, c'est la transition écologique. La deuxième, c'est la souveraineté. La troisième, c'est les inégalités. Cette crise met en lumière un certain nombre de situations sociales, va même sans doute pour partie les accroître, et fait aussi apparaître, met en lumière un certain nombre de professions qui ne sont pas tellement bien rémunérées,
mais qui apparaissent aujourd'hui aux yeux des Français, des citoyens, des consommateurs comme absolument essentiels. Et je pense aux professions intermédiaires de caissiers, de caissières, d'éboueurs, tout ce type de professions qui font les gros titres, et à raison, puisque dès les premiers jours du confinement, ils ont continué à se rendre sur le lieu de travail. Donc, dans ce reset, dans cette remise à jour de notre système économique et social, je crois qu'il y a une place pour qu'au sein des accords de branche et que dans le dialogue social, les clés d'un meilleur partage de la valeur et de la richesse des entreprises puissent être trouvées. En gros, ce qu'on essaye de faire de manière un peu active depuis le mouvement des Gilets jaunes, mais depuis bien longtemps, à mon avis, peut se faire de manière plus forte, plus vive, plus accélérée, alors que se met en place le redémarrage de l'économie. Si je suis salarié, j'accepte de venir travailler pour participer à la reprise de l'économie, mais je souhaite aussi que le cadre social dans lequel je m'inscris, l'entreprise dans laquelle je travaille, eh bien, se donne des objectifs de partage de la valeur, des objectifs environnementaux, des objectifs de responsabilité. Et je crois que ça peut être une occasion qu'il ne faut pas manquer. Puis, peut-être en conclusion de cette réorientation, de ce reset, de ce redémarrage de l'économie, va se poser la question du rôle de l'État. Sur le plan sanitaire, l'État est très critiqué et parfois trop sévèrement, mais pas complètement à tort. Moi, j'ai pu m'en apercevoir comme parlementaire dans les Yvelines, où avec certaines difficultés, j'ai été empêché de trouver des solutions d'approvisionnement pour certains établissements de santé ou médico-sociaux, pas du fait de la mauvaise volonté des acteurs, évidemment, au contraire, mais plutôt du fait de la lourdeur, de la rigidité, d'une certaine forme de bureaucratie en matière d'administration de notre système de santé. En revanche, là où l'État a été très performant à mon sens, c'est dans sa capacité à intelligemment faire remonter l'information et accompagner les filières dans leur réorganisation pour monter en puissance très rapidement sur la production de respirateurs autour d'air liquide et la production de masques, puisqu'on a des entreprises qui se sont reconverties grâce au soutien discret mais efficace de la Direction générale des entreprises et de l'État en particulier. Et moi, je crois qu'il faut mettre en valeur cette capacité de l'État quand il est coordinateur, facilitateur et qui met en relation les agents entre eux pour trouver les solutions aux problèmes qui se font face. Et d'une certaine manière, je n'ai pas pu m'empêcher, moi, ces dernières semaines, en observant ce qui se passait dans le monde économique et dans le monde des entreprises, à penser à ce qu'avait su organiser Jean Monnet avec le commissariat général du plan, qui fait évidemment très peur quand on en parle, puisqu'on a l'impression qu'on va basculer dans une économie planifiée, alors qu'en fait, l'intuition fondamentale de Jean Monnet, c'était de dire qu'il fallait que dans un lieu physique, la rue de Martignac, les forces vives de la nation, et en particulier les partenaires sociaux, les chefs d'entreprise, les responsables politiques, l'administration, puissent se rencontrer et créer les liens qu'ils ne créent pas spontanément par ailleurs. Et c'est dans cette mission-là de coordination, de remontée d'informations, de réflexion et de prospective que, à mon avis, l'État peut être le plus utile. Et si nous arrivons à tirer ou à conserver certaines des pratiques qui se sont développées ou redéveloppées pendant cette crise, je crois que cela sera très utile pour construire l'avenir avec l'ensemble des Français et l'ensemble des forces vives de la nation. Merci beaucoup. Nourri de beaucoup de propositions, donc je remercie Jean-Noël de cette conclusion. Je voudrais également remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir participé à cette conférence qui, je crois, nous a permis de mieux comprendre à la fois les problématiques, les processus et puis les pistes de sortie. Merci beaucoup à vous tous et j'espère à très bientôt. Merci.